Bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur les câbles sous-marins, un domaine assez méconnu. Bon, et donc nous allons pouvoir évoquer ce sujet avec un certain nombre de spécialistes. Donc je vais d'abord me mettre en diaporama, je pense, si ça veut bien, oui. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va présenter, les câbles sous-marins? Bon, c'est un monde qui est en fait particulièrement important pour les télécommunications mondiales, surtout avec la croissance des débits, de l'Internet, des vidéos, etc. Ce qu'on connaît encore dans cette période un peu particulière de crise sanitaire. Et en fait, c'est un domaine assez méconnu, qui a quand même des spécificités tout à fait importantes. Alors, on va inviter 4 intervenants qui sont tous d'ailleurs des anciens de l'école et qui vont aborder d'une part une sorte d'introduction pour présenter un petit peu les spécificités du monde des câbles sous-marins, puis ensuite un focus sur l'aspect technologique. Ensuite, il y a une autre spécificité qui n'existe nulle part ailleurs, c'est les activités marines, donc avec les problématiques des navires câbliers, la pose, la maintenance, la réparation des câbles. Et puis enfin, bon, il y aura un focus sur qu'est-ce que c'est que le réseau mondial des câbles sous-marins et ses acteurs, avec un rôle croissant des GAFA, notamment de Google et de Facebook, et une modification assez importante dans les acteurs par rapport au rôle qu'elles pouvaient avoir les opérateurs historiques auparavant. Et cette montée en charge des acteurs comme Google ou Facebook est assez mal connue, et pourtant ça pose quelques questions géostratégiques. Et puis bon, évidemment, il y a également les Chinois qui montent en charge également, et ça pose aussi des questions. Alors, nos meilleurs experts, n'est-ce pas? Donc, bon, ils se présenteront à l'occasion de leur intervention, hein, donc je ne vais pas répéter ici. Donc, Loïc Le Fur, directeur général d'Axiom, Jean-Christophe Attana, directeur technique d'Alcatel Submarine Networks, Didier Dillard, CEO d'Orange Marine, et Karine Romanetti, qui est donc de Orange International Network Infrastructure and Service. Ça c'est long, mais c'est son nom. Et puis donc, je serai moi-même Xavier Maître, donc si vous ne m'avez pas reconnu, je suis Xavier Maître. Et donc je serai aidé pour cette animation par Rénal Lecomte, qui est quelqu'un bien connu dans le monde des câbles sous-marins. Et voilà, donc je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail de ce qui va être présenté, mais simplement ce que je voudrais préciser, c'est au niveau du déroulement. Donc on va avoir les 4 intervenants, les 4 interventions successives, hein, et puis après, on va garder un certain temps, je l'espère, pour une table ronde avec un débat entre les intervenants qui sera en particulier l'occasion de répondre aux questions que vous pouvez poser par écrit en utilisant le bouton Q&A de l'application Zoom. Et donc, on essaiera d'utiliser ces questions pour alimenter le débat. Et donc, ça sera le rôle de Reynald et de moi de trier, regrouper ces questions pour effectivement alimenter le débat. Voilà, donc je vais tout de suite passer la parole à Loïc Le Fur, directeur général d'Axiom, qui va peut-être se présenter un peu plus et qui va donc nous présenter, nous introduire le monde si particulier des câbles sous-marins. Loïc, il faudrait que tu mettes ton micro. Ton micro est désactivé, Loïc. Voilà, excusez-moi. J'espère que vous m'entendez tous. Je vais passer la présentation. Voilà.
Alors, très rapidement, Loïc Le Fur, oui, je suis un ancien d'école. Je suis tombé dans les câbles sous-marins dès à la sortie de 96, et même peut-être avant, hein, parce que j'ai fait quelques stages chez France Câble et Radio à l'époque. J'ai fait mes armes chez Orange. À l'époque, il n'y avait pas d'Orange Marine, mais il y avait FCR, hein, qui était une filiale, un bras armé spécialiste des câbles sous-marins et des câbliers. Je suis ensuite passé chez un fournisseur, pas le français, mais l'américain. Et puis, il y a un peu plus de 20 ans, on a créé Axiom, quelques ingénieurs venant des fournisseurs et de France Télécom à l'époque, qui est une société qui fait du conseil en câbles sous-marins et qui aide principalement les acheteurs à se défendre et à sortir les griffes contre les fournisseurs, en tout cas d'essayer de tenir, de faire le meilleur réseau possible. Voilà, et je suis actuellement président directeur général de la société. Je vais évoquer avec vous quelques points très généraux des câbles sous-marins. Je laisserai à mes collègues le soin de rentrer dans plus de détails très particuliers. Tout d'abord, je voulais revenir sur le fait que les câbles sous-marins, c'est une vieille techno, hein, je suis désolé, mais ça fait 150, 170 ans même que c'est dans l'eau. Le premier câble a été posé en 1851 entre l'Angleterre et la France. Sur le premier siècle, on parle de systèmes qui étaient des systèmes télégraphiques. Puis, à la sortie de la guerre, on est passé sur une technologie coaxiale qui permettait de mettre plus de voies. Hein. À l'époque, on parlait que de voies, de circuits, sur un même câble. Et la grande révolution qui a eu lieu, je dirais, toute fin des années 80, ça a été l'arrivée de la fibre optique qui a permis de décupler complètement les capacités des câbles sous-marins. Pour donner un ordre d'idée, au moment du coaxial, il y avait une compétition qui a même les gens pensaient que le satellite allait gagner sur le câble sous-marin, que le satellite était plus efficace. Depuis que la fibre optique est arrivée, on n'en parle plus. La raison principale, c'est que durant l'ère de la fibre optique, les capacités routées dans une fibre optique ont été multipliées par 100 000 à peu près, hein, 5 ordres de grandeur, et ce, grâce à plusieurs évolutions techniques, mais j'en citerai trois principales. La première, c'est l'amplification optique. Les premiers systèmes optiques régénéraient le signal. L'amplification optique, c'est le fait de pouvoir passer dans un ampli assez bien fait qui se contente d'amplifier la lumière, c'est-à-dire que pour tout photon incident, il va créer 10, 100, 1000 photons qui ont les mêmes caractéristiques. Ça permet d'éviter d'avoir l'électronique en fait embarquée au fond et donc de fiabiliser les systèmes. Et surtout, c'est indépendant du débit du signal. La deuxième, ça a été le multiplexage en longueur d'onde. Hein. Les premiers systèmes optiques, on faisait passer un faisceau lumineux, et puis quand il était là, ça faisait un 1, quand il n'était pas là, ça faisait un 0, pour faire simple. Et puis on s'est dit, finalement, au lieu de faire passer un faisceau lumineux, qu'on va dire blanc, on va en faire passer un rouge, un bleu, un vert, en fait, et on a juxtaposé des couleurs qui transmettent chacune un signal différent. Et la dernière amélioration qu'il y a eu très récemment, dans les années 2010, c'est la détection cohérente. Donc, c'est la capacité de faire de distordre ou de remettre le signal dans l'ordre depuis les bords. Parce qu'en fait, en passant dans une ligne sous-marine optique, le signal est extrêmement déformé grâce à des puces et à toute l'informatique qu'on connaît. Donc, c'est très lié à une amélioration de l'électronique. Et si on regarde, le prix au kilomètre ou le prix du câble n'a fait que diminuer à travers les âges, hein, parce que la partie noble ou la partie chère du câble, qui est le cuivre, au cours des siècles a diminué, et l'optique utilise très peu de cuivre. La matière noble de l'optique maintenant, c'est de la fibre optique, mais c'est simplement du verre.
Si on regarde un peu plus ce qui s'est passé durant les 2 dernières décennies, en gros, les fibres optiques ont permis le développement d'Internet. Comme l'a dit Xavier, je pense qu'il n'y aurait pas d'Internet, en tout cas pas un Internet comme on le connaît, s'il n'y avait pas eu des câbles sous-marins en fibre optique. Pourquoi? Parce que ces câbles ont permis accès à une très large bande, vraiment des quantités de capacité très importantes à des prix très faibles et avec une augmentation de la capacité annuelle en ligne, voire même supérieure aux augmentations ou à la vitesse des circuits imprimés et donc aux besoins à l'ogre électronique, on va dire. Aujourd'hui, les câbles sous-marins représentent 99% du réseau mondial. Et 99 est probablement un chiffre bas. Pour plusieurs raisons, on l'a évoqué, un coût très faible, un coût par bit très faible et qui descend peut-être moins vite qu'il y a encore une dizaine d'années, mais qui descend encore beaucoup. Une très grande fiabilité. On conçoit des systèmes, dont l'objectif est de tomber en panne au maximum une fois par quart de siècle, on va dire. Pas d'erreur en fait. Le minimum qu'on accepte en taux d'erreur, ou le taux d'erreur maximum, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est 10-13. Au-delà de 10-13 erreurs, on n'accepte pas le système. Et puis l'autre point par rapport à un concurrent qui s'appelle le satellite, ou si on peut appeler ça un concurrent, c'est que la vitesse de transmission est assez faible, puisqu'on va de point à point. Alors certes, la vitesse de la lumière dans le verre est un peu moindre que dans l'air ou dans le vide. Elle est de 200 000 km/s environ, mais les distances parcourues sont très faibles. Par exemple, un système satellitaire du type géostationnaire, le signal va faire 36 000 km d'un côté et puis 36 000 de l'autre, alors que sur un transatlantique typique, la distance, c'est environ 6 000 km. Aujourd'hui, il n'y a pas de technologie concurrente. Là, j'ai mis un petit schéma pour expliciter, par exemple, les constellations satellites dont on entend parler, celle d'Elon Musk qui est la plus grosse, qui est SpaceX, là, et qui s'attend à pouvoir délivrer 24 terabits seconde sur l'ensemble du système. C'est un peu moins qu'une paire de fibres du câble Marea qui a été installé il y a 2 ans entre les États-Unis et l'Europe et l'Espagne. Marea a 8 paires de fibres, mais derrière, il y a 5 ou 6 câbles qui sont installés ou qui vont être installés, avec certains qui ont 12 ou 16 paires de fibres et des capacités équivalentes. Donc, rien que sur l'Atlantique, on est probablement avec un facteur 100 entre ce qu'offrent les câbles sous-marins et ce qu'offre une constellation du type de celle d'Elon Musk. Ensuite, je voulais vous dire à quoi ça ressemble un câble sous-marin. Un câble sous-marin, il y a 2 parties. Une partie dans l'eau, c'est la partie principale, on va dire. Elle est principalement constituée de câbles. Typiquement, c'est un câble qui fait 17 mm, la taille d'un doigt, on va dire, au fond de l'eau. Il fait 17 mm quand il a peu de chances d'être agressé, c'est-à-dire quand il est dans des très grands fonds. Et quand on s'approche des côtes, on surprotège ce câble contre les agressions potentielles, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient humaines. En particulier, les humaines, c'est la pêche, les ancres, en particulier, tout ce qui est naturel, ce sera plutôt tous les phénomènes du type sismique, volcan, etc., etc. Alors, si vous voyez, les câbles, ils sont montrés là de gauche, c'est celui qui est en grand fond, qu'on appelle lightweight, et à droite, c'est le double armure. Donc, l'âme est la même, mais simplement, on a rajouté 2 couches d'armure en fil d'armure. La partie centrale, donc, elle est constituée d'un tube qui comprend les fibres optiques. Ce tube est en plastique ou en acier, suivant les constructeurs. En général, jusqu'à maintenant, on met rarement plus de 48 fibres dans un tube.
problème de dimensionnement du tube et puis ensuite de la taille des répéteurs derrière. Ce tube est recouvert d'une tresse d'acier haute performance qu'on appelle la voûte, qui a un effet de voûte et qui permet d'assurer la résistance à la pression hydrostatique. Les câbles sont faits typiquement pour descendre jusqu'à 8000 mètres de fond, donc 800 bars de pression. C'est comme une voûte, d'église, on va dire. Au-dessus de cette voûte, vous trouvez un conducteur qui, en règle générale, pour 90% des systèmes, 98% des systèmes qui sont dans l'eau actuellement, est du cuivre, mais il y a des études et même quelques câbles au fond de l'eau qui sont en aluminium pour des raisons de coût, et on s'achemine probablement vers un remplacement du cuivre vers l'aluminium. Les autres équipements sous-marins sont les répéteurs. Les répéteurs, ils sont basés sur la technologie EDFA, donc amplificateur à fibre dopée herbium. En gros, le dopage herbium fait qu'on peut énergiser cette fibre herbium, et quand le signal qui est dans la fenêtre 1550 passe, et ben cette fibre se désexcite en émettant des photons qui sont qui ont les mêmes caractéristiques, longueur d'onde, etc. Donc, on a un répéteur typiquement tous les 60 à 100 km. Ça dépend de la longueur du système, ça dépend de la capacité qu'on souhaite par paire de fibres, ça dépend du type de fibre. Sur les systèmes longs, on trouve également des égaliseurs pour maintenir la bande passante aux caractéristiques optimales, la plus plate possible, en fait, pour permettre de pouvoir transmettre sur l'ensemble de la bande. Et puis, on trouve également ce qu'on appelle des unités de dérivation, branch me units, et d'autres équivalents un peu plus exotiques qui permettent de dériver soit des fibres optiques vers une station intermédiaire, soit simplement certaines longueurs d'onde vers une station intermédiaire. À terre, le câble arrive dans des stations, ce qu'on appelle les cable landing stations, des stations terminales, dans lesquelles se trouve la téléalimentation qui assure l'alimentation électrique des répéteurs à travers le cuivre ou l'aluminium, comme on l'a vu. Les équipements de supervision qui permettent de connaître l'état des équipements dans l'eau, voire de la fibre, et qui permettent également, quand il y a la possibilité de router de façon dynamique le trafic, de basculer le trafic d'un côté et de l'autre. Et il y a en bout de course les terminaux qui sont en gros l'équivalent de terminaux terrestres. Simplement, ils ont cette capacité à transformer le signal classique terrestre en un signal qui est formaté de telle façon que ce signal résiste au passage à travers plusieurs milliers de kilomètres. Donc, il y a des formats un peu particuliers, très spécifiques aux sous-marins. Petit point peut-être simplement, les distances de transmission, on arrive maintenant à atteindre des distances de transmission de l'ordre de 15 000 km, sans régénération, simplement en amplification. Là, je vous ai décrit les systèmes de télécom répétés, qui sont la très grande majorité des systèmes, ceux qu'on connaît, les transocéaniques, etc. Il en existe d'autres. Il existe par exemple les systèmes non répétés. Alors, c'est ceux pour lesquels on peut se passer de répéteurs en amplification. Ils ont l'avantage de ne pas avoir de système actif sous la mer, mais ils sont limités en portée d'environ 400 km. Et puis, il y a aussi des connexions qu'on voit un peu moins, par exemple des connexions vers des plateformes pétrolières, des systèmes scientifiques ou d'autres systèmes que vous pouvez imaginer. Il y a d'autres gens qui ont des intérêts à mettre des choses dans l'eau. Si on avait à considérer les caractéristiques principales d'un système sous-marin, ce serait probablement sa durée de vie de 25 ans. En tout cas, c'est une durée de vie technique, pas forcément commerciale. En général, on arrête les systèmes avant. La très grande fiabilité et sa robustesse, en fait. Tout ça, ça résulte de qualification des composants extrêmement poussés,
puis des composants assemblés sous forme d'équipements extrêmement poussés, du même type que le spatial, on va dire, de conception des équipements avec une redondance interne importante pour les composants peu fiables, les composants actifs et les composants clés, par exemple les pompes optiques des répéteurs. Et le design des équipements et le design des réseaux est en général fait pour, comme on disait, avoir moins d'un à deux défauts pour des systèmes complexes sur 25 ans dus à des pannes internes. Enfin, pour assurer la robustesse, ça c'est les pannes internes, on fait aussi, on s'assure que le tracé du câble et l'installation du câble sont telles qu'il n'y aura pas d'agression externe ou limiter les agressions externes. Donc, une étude de tracé et un tracé extrêmement revu et choisi, et des méthodes de protection du câble, que ce soit des armures supplémentaires, comme on en a parlé sur le câble, ou des méthodes qui enfouissent le câble sous les mers. Mais là, Didier vous en dira plus, puisque c'est son domaine. Un petit point sur comment on met en place un câble sous-marin. Tout d'abord, les contrats de câbles sous-marins sont des contrats clés en main qui comprennent à peu près tout, c'est-à-dire la conception du système, la fourniture du système, l'ensemble des équipements, mais aussi la reconnaissance du tracé et l'installation marine et terrestre. Ces contrats sont soit avec un seul fournisseur, soit avec en cofourniture entre l'installateur et le fournisseur. En général, maintenant, ces contrats excluent les terminaux qui sont achetés à part. La durée typique d'implémentation, à partir du moment où le contrat est en vigueur, c'est typiquement 36 mois pour un système transocéanique. Si on regarde un petit peu les différentes phases, les grandes phases, ça commence par la campagne de sondage, donc la reconnaissance du tracé. D'abord papier, puis on envoie des navires de survey reconnaître le tracé avec des sonars, des multifaisceaux et tout un tas d'équipements qui nous permet de revalider la route ou éventuellement de la modifier pour éviter les problèmes potentiels que sont les pentes abruptes, par exemple, ou les dévers sur le côté, ou les zones de pêche ou les zones d'ancrage. Une fois qu'on a ce tracé, on a donc la longueur de câble, les types de câbles. On peut rentrer en production, ce qui se fait dans 2 usines, par exemple pour Alcatel, une usine de répéteurs et une usine de câbles. C'est assez vrai aussi pour les Japonais, les Américains et les Chinois. Et comme pour la qualification, en fait, il y a un regard très précis qui est fait sur cette production. Et il y a un ensemble de tests de validation qui a lieu en usine, par section, puis ensuite par liaison assemblée ou partiellement assemblée. Typiquement, on teste des morceaux de câble qui font de l'ordre de soit toute la liaison, soit 4 à 5 000 km assemblés. Et enfin, arrive l'installation, qui a un prérequis important et qui devient un prérequis complexe, qui est l'obtention des permis d'atterrissement dans les eaux territoriales et sur le territoire, qui prennent de plus en plus de temps, 12 à 18 mois en général, 24 voire plus aux États-Unis de temps en temps. Et donc, une fois qu'on a ces permis, le bateau de pose qui a chargé à l'usine peut dérouler le câble ou l'ensouiller suivant les zones. Et typiquement, un bateau de pose va poser 5000 km d'un coup, à peu près. Et enfin, il y a bien sûr l'installation de la partie terrestre qui fait quelques kilomètres, puis la partie en station. Et une fois que tout ça est terminé, on passe à la recette du système, qui est une période qui va durer 2 à 3 mois environ. Dernier point de ma présentation, je reviens sur ce qu'on appelle les open cables et les upgrades. J'ai dit plus tôt que les systèmes étaient achetés sans terminaux,
ou quasiment sans terminaux. C'est une tendance qui existe depuis une vingtaine d'années, qui s'est même accélérée sur les 10 dernières années. D'abord parce que les terminaux avant étaient très propriétaires, étaient liés au câble, et les terminaux sont devenus de plus en plus compatibles. Et le fait qu'on a un système qui puisse avoir beaucoup de capacités, on n'a jamais, à partir du moment où on avait du WDM, donc du multiplexage en longueur d'onde, pardon, on n'a jamais équipé les systèmes à fond. Donc, il fallait les équiper au fur et à mesure de la vie du système, et rien de mieux que la concurrence pour avoir les meilleurs prix. Donc, on a vu arriver d'autres terminaux ou des terminaux qui ne sont pas natifs sur les systèmes. Et puis, le deuxième point, c'est que la détection cohérente a rendu les terminaux terrestres valides pour le sous-marin. Ils étaient là où il y a des spécificités très sous-marines aux terminaux. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, la détection cohérente a permis de prendre des terminaux terrestres, les mettre sur du sous-marin, et ça fonctionnait. La supervision dont on a parlé était intégrée aux terminaux. On a réussi à la détacher, à la couper du terminal. Elle est maintenant indépendante. Donc, ça permet de mettre les terminaux indépendamment de la supervision et continuer à superviser le système. Puis, il y a eu aussi une forte pression des GAFAM, qui sont des très gros acheteurs actuels des systèmes sous-marins, qui, eux, veulent uniformiser les terminaux qu'ils ont sur les différents systèmes sous-marins, indépendamment du fournisseur sous-marin. Donc, ça a donné lieu à ce qu'on a vu depuis, je dirais, entre 5 et 10 ans, les open cables, c'est-à-dire des systèmes qui sont achetés, des systèmes sous-marins qui sont achetés sans terminaux, c'est-à-dire qu'ils sont achetés juste avec la partie sous-marine, la téléalimentation et la supervision. Ça pose encore quelques problèmes parce que la caractérisation d'un système sous-marin pour sa recette n'est pas encore évidente, n'est pas encore acquise à 100%, mais bon, a priori, ça fonctionne. Et donc, qui dit open cable ou câble partiellement équipé, dit qu'il y aura des upgrades, c'est-à-dire des ajouts de longueur d'onde pendant la vie du système, ce qui entraîne des difficultés, mais c'est toujours assez amusant quand même, parce qu'on va se retrouver avec des fournisseurs différents, des fournisseurs de terminaux différents sur le même système, voire sur la même fibre. Donc, ils vont partager la bande passante. Et que ces upgrades, en général, sont faits alors qu'il y a du trafic en ligne, et donc un risque de coupure, et ça arrive. Donc, c'est toujours des moments assez délicats. Et le point important des upgrades, c'est que on pourrait presque dire que quand un système est entièrement équipé, 50% du coût est dans l'eau et 50% du coût est dans les terminaux. Donc, le marché des upgrades, le marché des terminaux est très important. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais passer la main. Bien, ben merci Loïc. On a déjà un petit peu dépassé notre timing, mais bon, nous allons passer la parole à Jean-Christophe qui va donc nous parler, développer donc cette partie technologique qui est assez fondamentale. Et donc, il va se présenter. Bonjour. À toi, Jean-Christophe. Merci Xavier. Donc, bonjour ou bonsoir tout le monde. Je ne suis pas tout à fait directeur technique d'ASN, pas encore. Hein. Je suis en charge des projets un petit peu amont de recherche et technologie, hein, mais pas encore CTO. S'il m'écoute, je m'en excuse également. Donc, je suis un ancien de Télécom Paris, ancien d'Alcatel, des équipes de recherche, où j'ai commencé par plonger dans la soupe en voulant faire des solitons. J'ai fait de la recherche pendant 15 ans sur des systèmes, l'étude de réseaux terrestres. Et depuis 5-6 ans maintenant, je travaille chez ASN, notamment sur tout ce qui est prise en compte des effets physiques, modélisation, design des systèmes et étude un petit peu amont sur les évolutions possibles. Donc, je vais partager ma présentation.
Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'aspects un petit peu plus technologiques en un quart d'heure. Je serai très rapide, comme Xavier peut s'en douter. Donc, je vais vous parler des éléments clés des systèmes sous-marins et vous donner un petit aperçu des évolutions physiques majeures de ces 10 dernières années, hein, avec notamment l'arrivée de toutes les technologies cohérentes. Je parlerai de technologie plutôt que juste des détections cohérentes, parce qu'il y a eu un impact assez phénoménal, hein. Et je vous expliquerai un petit peu où on en est aujourd'hui en termes de performance des systèmes sous-marins par rapport aux limites ultimes, notamment les limites de Shannon. Où est-ce qu'on en est en termes de capacité, hein, au niveau des terminaux et au niveau du câble, comment on fait pour améliorer l'efficacité énergétique. Donc tout d'abord, quelques chiffres que je vais rappeler à propos des systèmes sous-marins, quelques ordres de grandeur. Ce que l'on sait faire aujourd'hui, c'est transmettre quelques dizaines de terabits par seconde sur une fibre optique dans un câble sous-marin. Donc typiquement, une liaison de 18 terabits par seconde, on a pu démontrer sa faisabilité récemment sur une liaison transpacifique. On peut transmettre dans un câble sous-marin, on peut avoir jusqu'à 16 paires de fibres, 20 paires de fibres et encore plus à l'avenir. Et dès aujourd'hui, on a déjà conçu des câbles qui permettent de transporter au total jusqu'à 300 terabits par seconde. L'ensemble sur des distances de transmission dépassant les 15 km et devant survivre sans problème majeur pendant 25 ans. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans les détails et notamment dans les caractéristiques de la fibre optique. Donc, dans cette pauvre fibre optique, on lui envoie une série d'impulsions lumineuses qui vont être distordues, hein. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, la fibre optique, à la base, c'est du verre, hein. C'est un cylindre de verre très très fin, de 125 microns de diamètre, hein. Et en son cœur, il abrite une partie encore plus fine de 10 microns de diamètre, hein, avec un indice de réfraction plus élevé, à tel point que lorsqu'on envoie la lumière infrarouge aux alentours de 1550 nanomètres dans cette fibre optique, elle se propage de manière guidée dans la fibre. En termes de caractéristiques, ce qu'il faut savoir, c'est que la fibre optique est un matériau particulièrement atténuant, notamment à 1550, autour de 1550 nanomètres. Et lorsqu'on envoie de la lumière infrarouge, elle perd 50% de sa puissance seulement tous les 20 km. Donc c'est prodigieusement bas, hein. Néanmoins, si on veut dépasser des distances de transmission de 400 km, on va devoir réamplifier le signal régulièrement pour atteindre des distances de transmission dépassant les 15 000 km. Pour cela, on utilise des amplificateurs optiques, mais qui nous apporteront également la source principale de dégradation du signal. À peu près au moins 60% de distorsion du signal viennent des amplificateurs optiques. Deuxième caractéristique de la fibre, c'est sa dispersion chromatique, qui traduit le fait que les différentes fréquences se propagent à des vitesses différentes. Alors, en quoi ça nous impacte? Lorsqu'on envoie un signal modulé, notamment des impulsions lumineuses à un débit symbole de 70 gigasymboles par seconde, eh bien, c'est du fait de leur épaisseur spectrale, ces impulsions vont avoir tendance à s'élargir et se chevaucher les unes sur les autres. Et la vitesse de ce chevauchement dans une fibre typique sous-marine est de l'ordre d'un symbole par kilomètre. Ce qui veut dire qu'après 1000 km, on a un chevauchement de 1000 impulsions les unes sur les autres. Fort heureusement, on sait compenser cet effet de dispersion chromatique au niveau des terminaux. On a également un autre problème qu'on arrive à résoudre dans les fibres optiques, ce sont les effets de puissance. Il faut savoir qu'on transmet des puissances qui sont quand même assez raisonnables dans la fibre. On parle de 100 milliwatts en termes d'ordre de grandeur, hein, mais sur une section de l'ordre de 100 microns carrés, ce qui nous fait des intensités d'à peu près 1 milliard de watts au mètre carré, hein, ce qui est suffisamment important pour que la fibre réagisse, son indice de réfraction réagisse et qu'elle en fasse payer le prix au signal qui se propage. Donc l'un dans l'autre, sous l'effet de la dispersion chromatique et des effets de puissance, le signal se voit distordu, hein, par ce qu'on peut assimiler comme un bruit gaussien. Cette distorsion représente à peu près jusqu'à 30% du bruit total dans un câble sous-marin.
Et enfin, nous avons dans cette fibre des effets acousto-optiques qui sont liés aux vibrations thermiques transverses de la fibre et qui sont source de diaphonie. Là aussi, on est capable de modéliser ces effets comme un bruit gaussien qui ne va pas représenter plus de 10% du total. Mais c'est important de pouvoir lister les différentes sources de bruit, de pouvoir les quantifier, notamment dans le cadre d'un open cable, pour être en mesure de prédire et de mesurer le rapport signal sur bruit associé au câble et uniquement au câble, indépendamment des émetteurs-récepteurs. Maintenant, venons-en aux amplificateurs optiques. Donc, le principe consiste effectivement à réamplifier le signal et ça se passe de la manière suivante. Donc, imaginons que notre signal modulé autour de 1550 nanomètres arrive sur la partie supérieure gauche. Le signal va rentrer dans ce qu'on appelle une fibre dopée à l'erbium et cette fibre va être chargée par tout un pool de diodes laser opérés à 980 nanomètres qui vont transférer leur énergie à cette fibre dopée et cette fibre dopée va être en mesure de transférer elle-même son énergie par émission stimulée à tous les signaux optiques qui se propagent dans cette fibre dopée erbium autour de 1550 nanomètres. Donc voilà pour le principe. En termes de caractéristiques, un amplificateur sous-marin, un répéteur sous-marin est un amplificateur à très haute performance. On est capable de délivrer des puissances qui peuvent dépasser dépasser les 200 milliwatts, 23 dBm. On a des bandes passantes typiques de 4 à 5 THz et très peu de bruit par rapport aux signaux qui sont amplifiés. Très peu de bruit parce qu'on a une architecture qui est très simple et qui est optimisée. Nous avons également des designs qui sont personnalisés pour chaque contrat et également pour chaque contrat pour lesquels on aura optimisé l'amplificateur, le pas entre amplificateurs. On va réaliser des filtres qui vont nous permettre d'égaliser la bande d'amplification avec une platitude de 0,1 dB. Et si besoin, tous les 15 à 20 amplificateurs, on rattrapera les défauts éventuels de fabrication. Enfin, nos répéteurs sont particulièrement résistants à toutes les sources de panne possibles. Donc pour cela, on va sélectionner des composants avec des contraintes qui s'apparentent aux contraintes du spatial. On va mutualiser les diodes de pompe, qui sont l'élément faible pris de manière unitaire, de manière à ce que si une diode laser lâche, il en restera suffisamment pour que les amplificateurs continuent à fonctionner. Et enfin, les amplificateurs fonctionnent en régime de saturation, à savoir qu'ils maintiennent la puissance de sortie constante, de manière à ce que si dans la fibre optique, on a une baisse de puissance quelque part, ça va affecter le mode de fonctionnement de l'amplificateur qui nous amènera un peu plus de bruit, mais en sortie, il aura remonté le signal à son niveau nominal, si bien que le reste de la propagation se fera sans heurts. Et enfin, dans les répéteurs sous-marins, on dispose de mécanismes de réflectométrie pour pouvoir mesurer les puissances d'entrée, de sortie des amplificateurs et, si besoin, pouvoir mesurer l'évolution des performances des fibres entre chaque amplificateur, notamment en cas de panne. Maintenant, venons-en aux techniques de modulation utilisées. Depuis l'âge de pierre, donc l'âge de pierre des transmissions sous-marines, c'était encore les années 2000, où on envoyait des impulsions lumineuses avec des flashs de lumière, des 1 et des 0, à des débits de 10 gigabits par seconde. Donc là, ici, ce qui est représenté sur ce graphe, c'est une diode laser qui est couplée à un modulateur d'amplitude qui va moduler l'intensité du signal de telle sorte que ce signal va prendre l'amplitude complexe 0 ou 1, suivant qu'on veuille transmettre un 0 ou un 1. Donc on faisait ça dans les années 2000, on appelait ça de la modulation on-off, avec quelques petites spécificités pour les systèmes sous-marins. Après transmission, le dispositif était particulièrement simple. Il suffisait d'une simple photodiode pour mesurer le niveau d'intensité de manière périodique, et avec une bascule de décision,
Si le signal avait suffisamment de puissance, on décidait qu'on avait reçu un 1, sinon c'était un 0. Quelques années plus tard, on a voulu augmenter les débits. Nous sommes passés à des débits de l'ordre de 40 gigabits par seconde. Et afin de rendre le signal plus résistant au bruit apporté par les lignes, on est passé de modulation d'intensité à des modulations de phase. Alors ici, en l'occurrence, c'est une modulation d'amplitude entre une amplitude positive et négative. Ça peut correspondre à une phase de pi. Donc, mais au niveau de l'émetteur, pas d'énormes changements. En réception, il a fallu mettre au point un type de détecteur un peu particulier avec un interféromètre qui allait être sensible au changement de phase entre deux symboles consécutifs. Ça nous permettait de détecter les sauts de phase. Avec ceci, effectivement, on a pu mettre au point les premières générations de systèmes 40 gigabits par seconde, donc aux alentours des années 2005. Et si on voulait imaginer des modulations un peu plus complexes avec 4 niveaux de phase, il aurait fallu un nouveau type de récepteur très particulier, un débit très particulier, un interféromètre particulier, etc., etc. C'est à ce moment-là, fin des années 2005, entre 2005 et 2010, que sont arrivées les technologies basées sur la détection cohérente. Alors, la détection cohérente, je vous explique rapidement de quoi il s'agit brièvement, sans rentrer dans les détails. Vous mélangez un signal avec un oscillateur local, un laser à une longueur d'onde proche de celle du signal. Vous les passez dans une photodiode qui est sensible au modulo carré de la somme des amplitudes. Et nous allons récupérer la somme des modulos carrés, la somme des intensités, plus un terme de battement qui va contenir l'amplitude complexe du signal, ce qui nous intéresse, fois une partie qui dépend de l'oscillateur local et un terme de déphasage. Et en plus, on va récupérer cela sous forme de partie réelle ou de partie imaginaire, suivant le type d'interféromètre que l'on va utiliser. Et donc, le principe de la détection cohérente, c'est vraiment cela. On va faire battre le signal avec l'oscillateur local dans toute une série d'interféromètres afin de récupérer sur différentes sorties la partie réelle et la partie imaginaire de ce terme-là, avec un signe positif et négatif, de manière à ce que l'on puisse se débarrasser de tout cela. Et ensuite, à l'aide d'un traitement numérique du signal, que je pourrais vous expliquer en question-réponse, un traitement du signal adapté à chaque type de modulation, on va être en mesure de se débarrasser du bruit de phase qui nous gêne. On va être en mesure également de compenser toutes sortes de distorsions qui arrivent dans la ligne, notamment celles qui sont liées à la dispersion chromatique et celles qui sont liées à des effets de polarisation. Aujourd'hui, on parle même de compensation d'effets non linéaires. Alors, je ne vais pas expliquer les détails des modulations, mais sur le principe, la brique de base, c'était celle que vous aviez vue. Un modulateur d'amplitude, on peut faire ça pour moduler le signal sur la partie réelle. Sur la partie imaginaire, c'est possible de le faire. Sur une polarisation, sur une autre polarisation. Et donc, l'un dans l'autre, avec les terminaux d'aujourd'hui, on peut atteindre des capacités, comme je vous le disais, qui pouvaient être de l'ordre de 18 terabits. Donc, pour ce faire, on va moduler la lumière sous forme de symboles à des débits qui sont typiquement de 70 gigasymboles par seconde, 70 gigabaux. Il y a un petit peu de signalisation qui va servir notamment pour la correction d'erreurs. Disons que de manière nette, on a 50 gigasymboles d'informations transmis par seconde. Ensuite, on va jouer sur la modulation et sur l'efficacité, ce qu'on appelle l'efficacité spectrale. On va faire varier le nombre de bits par symbole. Une possibilité consiste à générer par exemple de la modulation de phase à 2 niveaux. Ce faisant, un symbole correspond à un bit. On peut passer à 4 niveaux. Un symbole correspond alors à 2 bits. Chaque symbole correspond à la séquence de bits 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 par exemple. On peut générer des modulations à 8 symboles sur différents niveaux de phase et d'intensité, ou 16 symboles. Ce faisant, on va augmenter le nombre de bits par symbole transmis. On va augmenter le débit. Mais bien entendu, on sera beaucoup moins résistant au bruit.
Aujourd'hui, on sait faire ça avec un seul émetteur et un récepteur qui seront les deux programmables grâce à la détection cohérente qui ne dépend que des algorithmes pour récupérer le signal. On va moduler le signal également de manière indépendante sur deux polarisations orthogonales. Imaginez que vous prenez des filtres polarisants pour filtrer la lumière horizontale, la lumière verticale, deux modulateurs indépendants. Et en réception, le détecteur cohérent nous aidera à faire la part des choses. Enfin, nous avons une bande d'amplification de l'ordre de 4,5 THz, ce qui fait que si on a des signaux modulés à 70 gigabits, on doit pouvoir les espacer d'à peu près 75 GHz et en transmettre à peu près 60. L'ensemble sur 16 paires de fibres, ce qui fait que si je prends un exemple d'une modulation à 50 gigas symboles par seconde net à 3 bits par symbole, de polarisation, 60 canaux, tous espacés de 75 GHz, on va être en mesure de transmettre 18 terabits par seconde sur une fibre. Et sur 16 paires de fibres, on obtient quasiment les 300 terabits par seconde. Et donc, l'élément clé qui nous a permis de rendre ces émetteurs-récepteurs software-defined ou programmables, ce sont les technologies cohérentes, pour lesquelles on a des interfaces optiques qui sont génériques, et toute la spécificité au niveau de la modulation et de la réception se fait au niveau des algorithmes. Donc, tout cela est programmable. Et en même temps, effectivement, ces algorithmes vont nous permettre de compenser les effets de propagation, à tel point qu'on a des émetteurs-récepteurs qui sont adaptatifs en termes de débit. En fonction de la ligne de transmission, le même émetteur peut transmettre et recevoir un signal modulé à 200 gigabits, 300, 400 gigabits, 500 s'il le faut. En matière de, donc je vais terminer par deux éléments. En matière de performance ultime, au niveau des modulations, il faut savoir qu'on se rapproche de plus en plus de ce qu'on appelle les limites de Shannon, notamment en introduisant des modulations qui vont émuler le plus possible un processus aléatoire gaussien. On a des modulations gaussiennes. Ici, vous avez à la base une modulation de type 64 QAM ou modulation d'amplitude en quadrature à 64 niveaux, 64 symboles sur une grille, et on va jouer sur les probabilités de survenue de ces symboles en fonction de la probabilité qu'on va de la distribution de probabilité que l'on va imprimer, qui va suivre une distribution qui est au plus proche d'une gaussienne. On va changer le débit transmis, mais on va rendre ce format particulièrement performant pour une certaine plage de qualité de transmission, pour un certain niveau de rapport signal sur bruit. Donc aujourd'hui, d'un point de vue optique, on doit être à peu près à 0,5 dB de la limite ultime en matière de transmission. Donc je vous ai parlé de manière de le réaliser de manière probabiliste. On peut imaginer des symboles qui sont également qui ne sont pas sur une grille, de manière à émuler ces statistiques gaussiennes. Et l'un dans l'autre, on a des émetteurs-récepteurs qui sont extrêmement accordables, avec la possibilité de faire varier le débit, c'est la vitesse de modulation de la lumière, le débit symbole, de faire varier le taux de correction d'erreur, de faire varier la modulation, si bien qu'on est très très loin de l'émetteur-récepteur à modulation unique qui caractérisait les systèmes sous-marins il y a de ça 15 ans. Et enfin, ces systèmes sont de plus en plus implémentent de plus en plus des techniques pour compenser les effets non linéaires, au moins en partie. Donc ça, je vous ai parlé de comment on se rapprochait des limites de Shannon au niveau de l'émetteur. Je vais enfin terminer par ce que l'on fait au niveau du câble, où l'on cherche à améliorer l'efficacité énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche à augmenter les capacités de plus en plus. Néanmoins, les tensions d'alimentation du câble sont quand même limitées. Donc, à un certain moment, on va chercher à optimiser au mieux la ressource énergie. Et là encore, ce sont les concepts de théorie de Shannon qui s'appliquent avec une capacité au niveau du câble qui est proportionnelle au log de 1 plus le rapport signal sur bruit. Rapport signal sur bruit qui dépend de la puissance.
et par contre qui est proportionnel au nombre de fibres utilisées, hein. Et donc, le changement de paradigme de ces dernières années, hein, a été de passer de systèmes où on avait peu de fibres et où on cherchait à maximiser le rapport signal au niveau d'un câble, au niveau d'une fibre, à des systèmes pour lesquels on accepte de travailler avec davantage de paires de fibres, des amplificateurs opérés à plus basse puissance, un rapport signal sur bruit qui est moins bon, hein, mais néanmoins une capacité qui est singulièrement améliorée, hein. Je ne sais pas s'il me reste 2 minutes, mais pour donner une illustration, si je pars d'un système représentant l'évolution de la capacité de Shannon en fonction de la puissance, donc sans impact des effets non linéaires, avec impact des effets non linéaires, c'est la courbe en très plein, un système 10 terabits par seconde, avec un certain niveau de puissance de sortie des amplificateurs qui me donne accès à 10 terabits par seconde de capacité. Une manière d'améliorer les capacités en doublant la puissance d'alimentation du câble, ça va être de doubler la puissance de sortie de mes amplificateurs optiques. Et vous voyez qu'ici, je ne vais gagner que 30% sur la capacité totale. C'était les systèmes tels qu'on les concevait jusqu'à il y a quelques années, hein, et qui sont, dans certains cas, qui peuvent encore être intéressants. Une autre possibilité, hein, consiste à allumer une deuxième fibre. J'ai 2 fois plus de puissance, je mets 2 fois plus de fibres. Et ce faisant, j'ai doublé ma capacité. Donc, on perçoit qu'on va gagner quelque chose en matière d'efficacité énergétique. Mais en fait, on gagne tellement, on part de tellement loin par rapport aux situations traditionnelles qu'on peut aussi se permettre de dégrader un petit peu la capacité pour utiliser des fibres moins chères, hein, et trouver également des bénéfices en termes de coût par bit dès aujourd'hui, hein. Et donc, c'est un petit peu dans cette ère que rentrent les systèmes sous-marins aujourd'hui, hein. Une ère de grand niveau de parallélisme spatial, hein, et on parle de Spatial Division Multiplexing, hein, en ce qui concerne l'évolution de ces systèmes. Donc, on travaille de plus en plus avec beaucoup de paires de fibres. C'est pour ça qu'on est monté récemment à 16 paires de fibres et qu'il y a des poussées pour accélérer encore. Voilà, j'ai fait le tour de ces avancées technologiques. Je laisse la main à mon successeur. Merci Jean-Christophe de nous avoir résumé toutes ces choses très compliquées, mais de façon très pédagogique. Oui, nous allons passer donc la parole donc à Didier Dillard. Là, on va changer complètement de monde, mais bon, c'est quand même aussi passionnant. Donc, les activités marines. Didier? Oui, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. J'espère que vous le voyez bien. Donc, je suis Didier Dillard. Je dirige Orange Marine, qui est la filiale d'Orange. Oui, Didier, il y a un problème de son, là, tu passes pas très bien. Tu peux peut-être parler plus près du micro. Je vais peut-être me rapprocher, ça va mieux comme ça? Non, c'est un peu haché. Aïe. Ça, je ne sais pas du tout dire d'où ça peut venir. C'était… Là, vous m'entendez mal, là? Non, là, ça va, là, ça va. Là. Bon. Vas-y, allez, vas-y. Bien, donc je suis un ancien de Subtécom aussi, et moi j'ai été jeune ingénieur dans les câbles sous-marins, j'ai été chef de mission à bord des navires câbliers, et puis j'ai été responsable de projet, et puis après quelques dizaines d'années passées dans différents postes de France Télécom Orange, je suis revenu prendre la direction de cette filiale. Le monde des câbles sous-marins, vous verrez, est particulièrement attachant, puisque à la technologie de pointe que Jean-Christophe a présentée, vous avez des choses très traditionnelles que je vais vous présenter à bord de tout ce qui se passe à bord des navires câbliers, puisque les navires, il y a des câbliers, il y en a depuis plus d'un siècle. Alors, je vais commencer par vous brosser très rapidement les différents acteurs de cette industrie des câbles sous-marins, pour après se focaliser un peu plus sur les armateurs. Les acteurs, en fait, schématiquement, il y en a 3 catégories. Il y a la première catégorie, c'est les propriétaires exploitants de câbles, qui sont traditionnellement des opérateurs télécoms. Et là, il y a tous les opérateurs qui ont des réseaux internationaux sont dans la liste, avec récemment les Chinois qui sont beaucoup plus rentrés que ce qu'ils étaient il y a quelques décennies.
Et puis, vous avez aussi des financiers qui font que des câbles sous-marins. C'est des noms comme Aquacom et La Link. Peut-être que vous ne les connaissez pas parce que ce sont des entreprises qui décident de construire des câbles et après de mettre à disposition de la bande passante ou des fibres à des opérateurs. Et puis, les derniers nouveaux venus selon les GAFAM, mais ça, je laisserai Karine en parler un peu plus dans sa présentation. La deuxième couche, donc cette première couche, il y a très, très varié, beaucoup de monde. La deuxième couche, pas variée du tout, puisqu'il y a quatre acteurs qui sont 4 industriels équipementiers. En fait, dans le monde entier, vous avez seulement 4 entreprises qui sont capables de faire à la fois des câbles et des répéteurs, comme on vous l'a présenté. Donc, un Américain, TEP Subcom, franco-finlandais ASN, finlandais parce que c'est Nokia qui est la maison mère, mais enfin, beaucoup de choses sont françaises, européennes dans ASN. NEC, les Japonais, et puis plus récemment, les Chinois, HMN, ex-filiale de Huawei, qui maintenant sont une filiale du câblier Hengtong. Voilà, donc tous ces gens-là se divisent le marché mondial et font appel à des armateurs de navires câbliers. Et là, on est un peu plus nombreux que 4, puisqu'on est une douzaine. Mais une douzaine, ça reste quand même un nombre raisonnable, puisqu'on se connaît à peu près tous. Et on se répartit en 3 catégories. La catégorie des armateurs qui était traditionnellement liée à un opérateur télécom, c'est le cas d'Orange Marine. Alors, j'ai cité le nom d'Eletra à droite, qui est la filiale italienne que nous avons rachetée il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, qui était la filiale de Telecom Italia. Donc, il y a la même histoire que nous, mais qui maintenant, ça s'est regroupé chez nous. Et ce qui est remarquable, c'est que Orange Marine est la seule entreprise d'armement de navires câbliers filiale d'opérateurs. Tous les autres opérateurs européens ont vendu ou ont arrêté leur activité de navires câbliers. Par contre, il y en a un certain nombre en Asie qui ont continué. Les Coréens de Korean Telecom ont leur filiale KTS. Les Singapouriens Singtel ont la filiale ACPL. Les Japonais KDDI et NTT. Et puis, China Telecom a une joint venture SBSS qui a des navires câbliers. Et puis, curieusement, on a Etisalat qui a une filiale marine, curieusement, parce que on les attendait pas nécessairement là, mais ils ont une flotte de 3 navires qui sont très présents sur le marché. Après, vous avez des indépendants, Global Marine, les Anglais, des Canadiens, des Indonésiens. Et puis, ce qui est aussi caractéristique du marché, c'est que 2 fabricants de câbles sous-marins ont leur propre flotte, donc ASN et les Américains, ce qui fait une intégration verticale. Donc, ça fait un petit monde finalement assez de passionnés et où chacun travaille les uns soit contre les autres, soit en concurrence avec les autres, soit en tant que client des uns et des autres. Maintenant, je vais vous amener un peu plus vers les navires eux-mêmes. Alors, un navire câblier, c'est un navire qui fait entre 80 et 150 mètres de long, donc c'est un relativement grand navire. Un navire qui est armé avec un équipage de type marine marchande, donc des matelots, des maîtres, des officiers, auxquels s'ajoutent des équipes techniques, des ingénieurs, des techniciens qui sont capables de suivre la pose ou la réparation du câble, et aussi des pilotes de robots et des jointeurs. Donc tout ça, je vais vous en parler. Donc vous voyez à peu près, je ne vais pas vous détailler chaque partie d'un navire, mais là c'est notre dernier navire, le Pierre de Fermat, qui pose et répare les câbles par l'arrière, par son arrière, par sa plage arrière, et qui a des cuves, une machine à câbles qui est une machine à pneus qui sert à poser ou à relever les câbles, et puis différents équipements spécifiques. Plus précisément, vous voyez voilà à quoi ressemblent des navires câbliers, en tous les cas ceux d'Orange Marine, avec Eletra. Le René Descartes, qui est notre navire de pose principal, le plus grand, qui a le plus de capacité. Pour vous donner une idée de sa capacité, il a été capable de poser un transpacifique en une seule pose, en un seul chargement. Donc c'est assez énorme, donc de 9000 km de câble, voire plus. Donc ça dépend du type de câble, mais donc ce type de navire
est un navire qui est très apprécié pour les grandes poses. Le Pierre de Fermat dont je vous ai parlé, qui est capable de poser et de réparer, et puis d'autres navires qui sont plutôt faits pour la réparation, le Raymond Croze, le Raymond Thévenin, le Teleri est notre navire italien de pose aussi, qui est capable de réparer aussi, mais donc qui a un peu moins de capacité que le René Descartes et le Meucci. Ce qui est important aussi dans les travaux en mer, ce sont les engins sous-marins. Et les engins sous-marins qui équipent les navires câbliers, vous en avez de deux catégories. Grosso modo, vous avez les charrues sous-marines qui sont ici. Ces charrues sous-marines, elles sont utilisées sur les navires de pose pour enfouir les câbles en même temps qu'on les pose. Donc, vous voyez, ce sont des engins assez lourds, assez compliqués, qui sont dotés de caméras. Le câble télécom passe à l'intérieur de cette charrue. Là, vous voyez, ça c'est le câble télécom. Et à l'arrière de la charrue, il est poussé au fond du sillon qui est creusé par le soc de la charrue. Alors là, on voit pas très bien le soc de la charrue, mais ces charrues ont des socs qui permettent de creuser des sillons jusqu'à 2 mètres, voire un peu plus, et qui permettent après donc de protéger le câble étant posé dans le sillon. Et puis vous avez ce qu'on appelle les ROV, la Remotely Operated Vehicle, donc les robots téléopérés depuis le bord. Le robot Hector que vous voyez là est utilisé. Il y a 2 fonctions principales. Il y a une fonction pour inspecter et pour une autre pour, enfin plus que 2 fonctions, et une autre pour couper un câble qui doit être réparé, visualiser un défaut, on coupe près du défaut. Et puis ce que sont capables de faire ces robots aussi, ce sont de réenfouir des câbles qu'ils ont posés sur le fond, soit parce qu'ils n'ont pas été enfouis par la charrue, soit après une réparation, soit, ou par exemple, pourquoi un câble n'est pas enfoui par une charrue? Ça peut être parce que il y a des croisements de câbles existants, et donc la charrue, évidemment, on ne va pas la faire arracher un câble existant, donc au moment de poser le câble, donc on passe la charrue par-dessus le câble, on pose le câble par-dessus le câble qui est déjà posé, et puis après on envoie le ROV Vector qui va enfouir le câble avec ce qu'on appelle du jetting. Là, vous voyez des buses là, qui sont là, des buses de jet d'eau sous pression qui permettent de creuser un sillon. Alpha 8 est un peu plus puissant, Sigma est aussi plus puissant et capable de travailler sur des plus gros câbles. Là, maintenant, je vais vous emmener sur nos navires avec pour que vous puissiez visualiser concrètement comment se passe une opération. Là, j'invite tous ceux qui cherchent à deviner où ce type de photo cette photo a été prise. Il y en a qui reconnaîtront peut-être. D'abord, dans une pose, comme on vous l'a dit, on commence par un survey. J'en parle parce que ça fait partie des opérations en mer, puisque pour faire un survey, il faut envoyer un navire spécifique qui va cartographier le fond et qui va permettre de déterminer la meilleure route. En particulier, ce qu'on essaie de faire dans les routes, on essaie d'éviter de traverser les fosses, je ne sais pas ce qui se passe, les fosses les plus larges, en évitant les creux trop profonds. Mais quand il y en a, eh bien on pose un peu plus vite le câble quand il faut descendre dans la fosse, et après et on s'arrange pour que la longueur de câble ad hoc soit posée pour que le câble repose toujours sur le fond. Là, vous voyez le chargement d'un câble. Donc, on va à l'usine avec le navire, près de l'usine, et puis à la main, on embarque dans la cuve les kilomètres de câbles, parfois les milliers de kilomètres de câbles qui sont transportés à bord du navire. Et donc, voilà, et ce genre de choses, eh bien, ça n'a pas beaucoup changé depuis le 19e et le début du 20e siècle où on entreposait les câbles dans la cuve. Donc, vous voyez, il faut être patient puisque la personne qui fait ça, elle fait des milliers de kilomètres à pied pour charger le câble dans la cuve. Une fois que vous avez le câble dans la cuve et que vous allez là où vous commencez votre pose, et on appelle, et donc on va commencer l'atterrissement en tirant le câble avec des ballons jusqu'à la côte pour le faire flotter avec une petite embarcation. Vous avez sur la côte des pelleteuses qui sont là, qui préparent les tranchées, etc. Et puis après, on peut partir en pause.
Et en pause, là, vous voyez le navire qui déroule son câble au moment où il avance. À droite, vous voyez la mise à l'eau d'une charrue. Donc, on travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour faire cette pause. Je vais vous parler maintenant des réparations. Ça aussi, c'est une photo un peu caractéristique que peut-être certains d'entre vous reconnaîtront. Les réparations, comment ça se passe? D'abord, avant de partir en réparation, il faut qu'on nous signale, nous, armateurs, qu'un défaut existe. Et donc ça, c'est le travail des exploitants du réseau, de détecter un réseau et d'essayer de localiser au mieux, sa position. On pourra vous expliquer comment. En particulier, ça, c'est plutôt le métier de Karine et de ses équipes. Mais nous, on nous indique qu'il y a un défaut à réparer. On part tout de suite. Et pour ça, on a des navires qui sont des navires de garde et qui sont répartis dans les différentes zones de la planète. En particulier, nous, Orange Marine, on a un navire qui s'occupe de l'Atlantique, un autre de la Méditerranée et un autre qui est en Afrique du Sud, qui s'occupe de toute la zone Tuokma, le Léon Thévenin. Et puis, on participe avec nos collègues singapouriens à l'accord Siokma. Mais il y a aussi, évidemment, l'équivalent dans les différentes zones du Pacifique. On part, on doit être capable contractuellement d'appareiller sous 24 heures et de mobiliser le navire pour aller réparer un défaut. Et là, je vais vous montrer un petit peu ce qui existe, comment réparer un câble, parce que c'est les questions qu'on se pose couramment. Eh bien, en général, pour réparer un câble, c'est pas en général, on envoie, première question, on n'envoie jamais de plongeur regarder le câble. On fait tout depuis le bord. Et en particulier, on coupe le câble depuis le bord en envoyant à la mer un grappin coupant. Là, c'est ce type de grappin que vous voyez. On l'envoie et le navire le traîne perpendiculairement au tracé du câble et le coupe. Et après, on peut aller relever le câble avec un grappin de ce type-là qui est différent. Vous voyez, c'est un grappin relevant. Et la photo que vous voyez, c'est la photo d'un vrai relevage de câble qui nécessitait d'être réparé. Hein, donc, vous voyez, ce câble, c'est un câble, celui-là, c'est un câble grand fond, vous voyez pas d'armure autour, d'armure d'acier, ce que Loïc vous a présenté tout à l'heure. Hein, donc, ça, c'est une drague qui a été faite par grand fond. Et on a pu récupérer le câble et vous voyez les deux morceaux. Donc, quand on a fait cette drague, il a été préalablement coupé. Donc, il y a un des deux morceaux qu'on appelle le morceau court, qui fait quelques centaines de mètres, et l'autre qui est raccordé à la terre. Une fois que vous avez fait relever le câble à bord, eh bien, vous pouvez d'un côté le mettre sur une bouée, et de l'autre côté, eh bien, vous le relevez jusqu'à ce que vous voyez que le défaut apparaisse à bord. Donc là, on est en train de relever le câble et petit à petit, alors là, c'est pas le même que tout à l'heure, parce que oui, il est armé celui-là. Hein, c'est du câble armé. Et là, il a été sérieusement abîmé. Là, c'est typiquement une agression extérieure qui a été faite sur ce câble armé, hein, un chalut ou quelque chose comme ça, ou une ancre, qui fait que à partir de là, on va éliminer toute cette partie de défaut et on va pouvoir la réparer en la remplaçant par du câble de réserve, par un segment de câble tout neuf, hein, qu'on a pris avant la réparation. Et pour remplacer ce câble en défaut éliminé par un segment tout neuf, eh bien, on fait des joints. Et là, vous voyez des jointeurs au travail, et ces jointeurs doivent être capables à la fois de faire des épissures de fibres optiques, évidemment avec la précision qui s'impose. Ici, vous voyez un moulage de la boîte de jonction qui a été faite, et ce moulage doit être aussi très soigneusement fait parce que il sert à garantir l'isolation électrique, puisque je vous rappelle que une fois qu'il sera dans l'eau, tout ce câble sous-marin, il sera alimenté électriquement. Et donc, il faut évidemment faire en sorte que le conducteur électrique qui est à l'intérieur du câble ne soit pas en contact avec l'eau de mer, puisque sinon ça fait un court-circuit. Et puis, vous voyez une boîte de jonction, une fois qu'elle a été faite, qui retournera à la mer. Et ça, c'est la scène finale d'une réparation. Et là, je vous laisse imaginer, j'ai brûlé des étapes, bien sûr, parce que sinon ça aurait pris trop de temps. Mais une fois que vous avez
mis votre segment et fait vos joints, eh bien, pour mettre le câble réparé à la mer, eh bien, vous avez une boucle que vous débordez avec vos machines à câble, et vous voyez que cette boucle de câble, on attend évidemment à bord du navire un go des stations terrestres qui testent le câble, qui vérifient que la transmission a pu être rétablie. Et une fois qu'on a le go, on peut larguer la boucle finale à la mer et rentrer à la maison. Voilà comment se passe ça. Mais avant de rentrer à la maison, oui, très souvent, on va faire une inspection du câble avec notre robot qui est à bord. Et non seulement une inspection, mais on peut aussi, comme je vous l'ai dit, aller l'enfouir un peu plus. Voilà. Je vous ai fait partir un peu en mer, et puis je vous remercie. Je pourrai répondre à toutes vos questions par la suite. Merci Didier. Effectivement, vous voyez la variété des différentes dimensions du monde des câbles sous-marins. Et maintenant, nous allons passer la parole à Karine, là, qui va nous présenter maintenant le réseau mondial et les évolutions des acteurs, des investisseurs. Oui. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Plutôt en mode diaporama. Voilà. Merci. Bon, bonjour à tous, je me présente rapidement. Je suis Karine Romanetti, je suis responsable du département stratégie réseau et systèmes sous-marins au sein d'OENIS. OENIS, c'est la direction des réseaux internationaux d'Orange. Pour vous situer un petit peu, cette entité est en charge des infrastructures lourdes pour nos clients, pour le groupe Orange. Des transmissions terrestres en fibre optique, à peu près 18 000 km de fibre, les transmissions satellites, c'est un peu plus de 3 000 antennes, et un réseau de la participation dans plus de 450 000 km de câbles sous-marins. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce domaine des câbles sous-marins sous le prisme un petit peu différent des investisseurs, des pilotes de ces projets, le réseau mondial et ses acteurs. Qui sont ces acteurs qui investissent dans les câbles sous-marins? Et puis, je parlerai un petit peu, bien évidemment, du changement de cet écosystème et puis du rôle de nos métiers d'opérateurs ou de maîtrise d'ouvrage de ces systèmes. Alors, je reviens sur cette carte que vous avez déjà aperçue, hein, parce qu'elle est disponible publiquement et on peut facilement aller la consulter sur le site de Télégeographie, mais néanmoins, elle est intéressante parce qu'elle permet d'illustrer combien ces infrastructures internationales sont le reflet des échanges économiques mondiaux. Le nom de câble, on voit les petits points là, c'est la diversité des points d'atterrage qui permettent de sécuriser les liaisons sur ces routes entre les différents systèmes, et la capacité de ces câbles, on l'a vu, hein, Loïc et Jean-Christophe nous en ont bien parlé. On a des systèmes aujourd'hui, des câbles qui se déploient à près de 300 terabits par seconde. Eh bien, ces indicateurs sont autant d'indicateurs et de reflets de l'intensité des échanges des économiques mondiaux. Et on le voit encore aujourd'hui, les États-Unis sont vraiment au centre de ces échanges. L'Europe, l'Asie, l'Amérique latine ont de très forts besoins d'échanges de données avec le continent, avec l'Europe, avec l'Amérique du Nord. Et on le voit aujourd'hui, c'est vraiment les content providers qui prennent aujourd'hui massivement les initiatives d'investissement sur ces projets. Et donc, aujourd'hui, la première route en termes d'importance, c'est le transatlantique et le transpacifique. On a aussi une grande importance de la route entre l'Amérique latine et les États-Unis. Et également, ces 10 dernières années, on le voit, se sont beaucoup développées les routes intra-Asie, dans la région d'Asie du Sud-Est, ainsi que la route Europe-Asie. Et on le voit, la côte africaine est encore assez peu desservie finalement. On peut dire qu'elle est aujourd'hui en période de rattrapage, et elle fait l'objet de beaucoup d'attention des nouveaux acteurs qui émergent sur ces domaines. Alors, qui sont ces acteurs qui investissent dans les câbles sous-marins? Je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu sur l'historique, puisque les premiers câbles, autour des années 1850, hein, c'est l'origine des câbles
de télégraphie transcontinentaux, ces premiers câbles étaient des investissements d'État, essentiellement, dans une logique d'alliance transcontinentale et transnationale. Et puis, par exemple, on peut citer dans les années 1870, les télégraphes victoriens qui faisaient le tour du monde, par exemple. Donc, le Royaume-Uni a vraiment été en tête de ces initiatives, avec les Américains également, et les Français n'étaient pas en reste. Et puis, les opérateurs étatiques télécoms leur ont succédé et ont développé le modèle de consortium. Donc, un modèle de consortium qui a été réellement prégnant pendant des dizaines d'années, et vraiment le domaine des opérateurs télécoms, pour le coup. C'est un modèle où les opérateurs unissent leurs forces pour co-investir, pour co-construire et pour exploiter un système sous-marin. Et ce modèle du consortium a vraiment été le domaine prédominant jusqu'à la fin des années 90. Et on peut dire que la dérégulation dans les années 2000 a vu arriver les premiers investissements privés. C'était la période de la bulle Internet, avec la constitution également dans les câbles sous-marins d'une bulle avec une activité très forte autour des années 2000, notamment sur la zone transatlantique, avec de nombreux câbles qui ont été déployés à cette période, et puis suivi de son éclatement. Donc, il y a eu vraiment une surcapacité de déployer à cette période-là. Et en fait, aujourd'hui, on a eu pendant de nombreuses années, finalement, un creux dans l'activité, avec, suite à cette bulle, et une grosse période de calme, parce que beaucoup de câbles avaient été déployés et on était vraiment dans une période de surcapacité. Et puis, ces 10 dernières années, on peut le noter en Asie. Donc, c'est vraiment une zone qui devient très active avec le développement de nouvelles routes et de l'apparition de nouveaux acteurs étatiques qui a vraiment relancé le marché et le développement de nouveaux câbles sous-marins. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a tous entendu parler, hein, le monde des câbles sous-marins et les acteurs et les investisseurs dans les câbles sont vraiment en forte transition. Aujourd'hui, d'une part, on voit arriver massivement les GAFAM. Ils investissent massivement dans les infrastructures internationales et devraient en maîtriser très rapidement la quasi-totalité des grands axes. On les voit arriver principalement, initialement, sur les axes transatlantiques, transpacifiques, Amérique latine, et on les voit maintenant s'intéresser beaucoup à la zone Afrique. Et puis, une autre tendance, c'est les premiers câbles qui sont initiés par la Chine, dans cette grande ambition que la Chine affiche aujourd'hui de la marche vers l'Ouest, les nouvelles routes de la soie. Et aujourd'hui, on voit beaucoup les investisseurs chinois sur les câbles Europe-Asie et sur la zone africaine, donc un peu en dehors de leur marché traditionnel de la zone intra-Asie. Donc, sur le rôle des GAFAM, je pense qu'on comprend très aisément pourquoi aujourd'hui les GAFAM se mettent à investir sur ces infrastructures. C'est lié à leurs besoins en capacité et la croissance exponentielle de ces besoins. Et j'ai partagé avec vous cette carte sur la gauche parce que je pense qu'elle illustre très bien deux choses. Déjà, on constate bien l'importance relative des différentes zones. On le voit, l'importance massive, c'est le transatlantique. Sur la carte du haut, on voit, c'est l'estimation des besoins des content providers à horizon 2025. Donc, on voit sur la zone transatlantique, on voit c'est plus de 3000 terabits par seconde de besoins estimés à horizon 2025. On voit que c'est à peu près 1000 terabits sur la zone transpacifique. Et puis, on le voit sur la zone Amérique latine, on est à 314 terabits. Donc là, on a une idée des importances relatives de ces routes, mais surtout ce qu'on voit, puisque dans la carte du bas, vous avez les trajectoires des besoins estimés des opérateurs, cette fois-ci à horizon 2025, on voit que ces besoins sont beaucoup plus faibles. On voit 67 terabits sur le transatlantique, 84 terabits sur le transpacifique. Donc, réellement, on est passé dans une phase où les content providers ont un besoin massif de capacité et sont passés dans la stratégie de make. Ils étaient autrefois les clients des opérateurs. Ils ont un tel besoin en capacité que pour répondre à leurs besoins, ils ont pris la décision de eux-mêmes construire ces câbles et sont devenus acteurs et investisseurs et déploient eux-mêmes aujourd'hui ces infrastructures. Aujourd'hui, sur la carte, la carte de droite, on voit la notion aussi qui est assez intéressante, c'est l'évolution de cette tendance, avec en rouge la période passée,
le jaune l'actuel et le bleu le futur. Et on voit effectivement une accélération de cette part des content providers dans le pourcentage de l'investissement dans ces infrastructures. Et sur la zone transatlantique notamment, je pense que l'autre point qui marque cette tendance, c'est aujourd'hui l'obsolescence de ces câbles. On en a parlé, ces câbles sont prévus de durer jusqu'à 25 ans. Donc, techniquement, ces câbles-là, ils sont encore tout à fait capables de rester en service de nombreuses années. Mais la problématique, c'est qu'ils deviennent obsolètes économiquement parce que les évolutions technologiques ont été telles que les capacités déployées sont très nettement supérieures et donc le coût au gigabit de ces anciens câbles devient nettement supérieur au coût des nouvelles infrastructures et ce qui précipite finalement leur fin. À titre d'illustration, assez symbolique, on a le TAT14, on parlait du TAT8 qui a été le premier câble transatlantique à fibre optique dans les fin des années 80, et bien le TAT14 vient d'être décommissionné, vient d'être éteint là en décembre 2020, alors que le nouveau câble transatlantique Dunan, qui a été lancé à l'initiative de Google et sur lequel Orange est partenaire, a été mis en service tout début janvier 2021. Donc on voit un câble d'ancienne génération qui s'est éteint, alors qu'un nouveau câble vient d'être mis en service. Donc là, je partage rapidement, et je vais passer vite, mais Google communique assez sur ces réseaux. Donc, les principaux GAFA qui investissent sur ces réseaux, c'est Google et c'est Facebook. On voit aussi Microsoft. Amazon et Apple sont un peu plus loin derrière, mais Google et Facebook sont vraiment les principaux protagonistes. Google communique pas mal sur sa stratégie et ses ambitions et ses investissements, alors que Facebook est un peu plus en retrait. Je pense qu'il cherche quand même à rester un petit peu en retrait et à ne pas trop être en première ligne sur ses investissements face aux États notamment. Mais Google, on le voit, là aussi, c'est assez significatif et on voit, comme je l'expliquais, qu'ils investissent essentiellement sur les transatlantiques, transpacifiques, Amérique latine, Amérique du Nord, marché vertical entre l'Australie et l'Asie, et puis l'Afrique. Ça, c'est plus récent, le Equiano, on le voit, qui vient d'être annoncé et qui sera probablement en service courant 2021. L'autre tendance que j'évoquais, c'est l'arrivée en puissance, la montée en puissance de la Chine. Et là, je partage ce transparent qui a été présenté par l'opérateur chinois China Mobile International, CMI. Et on voit que finalement, la stratégie de développement de leur réseau ne se contente pas de la zone Asie ou Transpacifique. Ils ont vraiment une ambition de se développer sur l'ensemble des marchés. Ils décrivent 3 marchés horizontaux. Horizontaux, c'est Transpacifique, Transatlantique et sur la route Asie-Europe. Mais ils ont également de fortes ambitions sur l'Afrique. On les voit beaucoup aujourd'hui dans les discussions entre investisseurs sur ces nouveaux projets de câbles sur la zone Afrique, également sur la zone Océanie, entre l'Australie et l'Asie. Bien évidemment, là, on les attend, on va dire plus traditionnellement, sur la zone intra-Asie et Asie du Sud-Est, et puis sur les zones classiques d'Amérique latine. Donc, on voit vraiment que ces ambitions de la Chine sont très, très fortes et fortement poussées aussi par l'État chinois. On a vraiment affaire à des discussions et à des discussions géopolitiques sur ces sujets dans les discussions entre investisseurs sur les câbles. Alors, quel rôle pour les opérateurs dans ce domaine ? On le voit, les content providers aujourd'hui ont vraiment l'initiative de ces projets de câbles et d'investissement. On voit 2 sortes de réactions chez les opérateurs. Il y a certains opérateurs qui ont à peu près disparu, AT&T, BT, qui historiquement étaient très présents depuis le début de l'histoire des câbles sous-marins. Et puis, il y a certains opérateurs comme Orange qui, au contraire, ont pris une stratégie de continuer à investir chaque année dans les câbles sous-marins pour garder un rôle majeur. Et donc, ces opérateurs, on en voit d'autres. On a Vodafone, on a MTN en Afrique, on a STC, donc Singtel en Asie. On voit qu'il reste une place, et moi, je suis persuadée qu'il reste une place pour les opérateurs parce que les GAFA, lorsqu'ils investissent sur ces infrastructures, c'est pour leurs besoins propres, en fait. Donc, effectivement, ils investissent dans des câbles avec de plus en plus de paires de fibres et ils permettent aux opérateurs d'acheter ou de co-investir avec eux sur ces infrastructures, d'acquérir une paire de fibres. Donc, la granularité de l'investissement aujourd'hui, c'est une paire de fibres.
dans le monde des consortiums, un câble sous-marin, c'était 2 paires, 3 paires de fibres maximum. Et la capacité était partagée au niveau du circuit, du 10 gigabits, du 100 gigabits. Aujourd'hui, la granularité d'achat, c'est une paire de fibres et il reste un marché pour tous les entreprises, les autres opérateurs, les clients qui ont besoin de capacités internationales à l'échelle du circuit et du 10 gigabits ou du 100 gigabits. Donc Orange est persuadé qu'il reste une place pour les opérateurs. Et donc nous, on continue à investir dans ces infrastructures. On a besoin de l'indépendance stratégique et opérationnelle qui est un réel enjeu dans ce domaine. Et on a besoin aussi de maintenir le lien avec les territoires d'outre-mer, les zones de l'océan Indien, Réunion-Mayotte, Orange France, la zone Caraïbe avec la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, pour permettre leur développement économique et la connexion à la métropole. Et puis, on a aussi beaucoup de filiales africaines, et donc on leur permet de se raccorder et de sécuriser leur réseau aux meilleures conditions de coût. Et puis, bien évidemment, sans oublier le business international et wholesale qui tient une place majeure dans les utilisations de ces capacités. Donc, nous, on investit à la fois pour la couverture, pour accompagner la croissance, la montée en capacité des besoins de nos clients, et puis aussi pour la diversité de routes. Un câble sous-marin qui tombe en panne, une réparation, c'est au mieux quand le bateau et le navire est tout à côté de la panne, mais ça peut être jusqu'à 1 mois, voire plus. Donc, on a besoin d'avoir plusieurs systèmes pour une route, de façon à avoir de la diversité et avoir le temps de réparer sans impacter le réseau. Donc, notre métier d'opérateur, c'est quoi? On investit. Donc, on investit tous les ans. Là, c'est un panorama de tous les projets là, sur lesquels nous travaillons. En vert, ceux qui viennent d'être mis en service récemment, on voit sur la zone Caraïbe. J'ai parlé de Dunan, le câble transatlantique à l'initiative de Google sur lequel nous sommes partenaires. Nous avons 2 paires de fibres et nous sommes le partenaire de Google pour faire atterrir le câble en France, en Vendée, à Saint-Hilaire. En Afrique aussi, nous avons beaucoup d'investissements. Main One qui vient d'être mis en service. ACE, sur lequel on va annoncer très prochainement la mise en service du dernier segment qui arrive en Afrique du Sud. Tout Africa, là, c'est un câble à l'initiative de Facebook, mais sur lequel il y a 6 opérateurs qui co-investissent. Et puis, sur la zone aussi Europe-Asie, PIS et de nouveaux câbles également qui sont en discussion et non encore publics. Donc, voilà, notre métier, c'est ça, c'est discuter en amont avec des partenaires qui ont évolué. C'est plus seulement les opérateurs maintenant, c'est aussi les GAFA. Et notre métier, c'est aussi de piloter, nous sommes maîtrises d'ouvrage finalement, donc c'est de piloter le déploiement de ces câbles. Pour vous donner un exemple, le câble Dunan qui vient d'être mis en service, c'est 3 ans. 1 an de discussion, de négociation avec le partenaire pour boucler les contrats et pour se mettre d'accord sur les termes du partenariat. Et puis, c'est 2 ans de déploiement. Donc, on l'a rappelé, notre rôle, c'est de garantir l'obtention du permis d'occupation du domaine public maritime et c'est de piloter le déploiement, de mettre en place la station et enfin d'assurer la mise en service du système de bout en bout. Et puis finalement, pour conclure, donc notre rôle, c'est aussi de maintenir ce système. Notre fournisseur, c'est Orange Marine sur la plupart des zones, mais nous sommes responsables des câbles qui atterrissent sur le territoire français, aussi bien en métropole que dans les territoires et les départements d'outre-mer, sur les différentes zones, Antilles-Guyane, en Atlantique Nord, en Méditerranée et puis dans la zone de l'océan Indien. Donc, nous assurons la maintenance du niveau 2 des équipements. Nous sommes autorités de maintenance, donc nous participons aux réparations, nous coordonnons les réparations avec des personnels dans les stations qui coordonnent l'opération avec le navire, avec des personnels sur le navire, et le rétablissement du trafic. Donc nous avons une équipe en charge de garantir que à tout moment, lorsqu'un câble tombe en panne, eh bien le trafic est sécurisé et est en mesure de prendre une autre route de façon à assurer la qualité de service. Donc en conclusion, j'essaie de faire vite. Donc le domaine des câbles sous-marins, c'est vraiment une épopée, une aventure technologique et industrielle de plus d'1 siècle et demi. Et on l'a vu, c'est vraiment une industrie au cœur des enjeux commerciaux mondiaux, dont les modèles sont aujourd'hui fortement remis en question. On sent qu'aujourd'hui, il y a réellement une prise de conscience, notamment en Europe et en France, sur le caractère et l'enjeu stratégique et de souveraineté nationale que représentent ces câbles sous-marins. Et il y a une très forte ambition de la France d'augmenter l'attractivité nationale du territoire pour faire arriver des nouveaux câbles sur le territoire français.
Et donc, en réponse, Orange est vraiment un partenaire de cette ambition et continue à investir dans de nouveaux câbles sous-marins tous les ans et travaille activement avec les Google et Facebook pour justement prôner et faire atterrir ces câbles en France. Et nous travaillons également beaucoup avec les autorités de l'État pour obtenir une législation et une fiscalité qui soit en adéquation et en cohérence avec l'attractivité recherchée par le gouvernement. Voilà, donc c'est tout pour moi, merci. Donc, je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps pour les questions-réponses et je laisse la parole à Xavier. Bien. Karine, tu peux peut-être désactiver ton écran, s'il te plaît, oui. Oui, merci aux différents intervenants. Évidemment, ça a été un petit peu plus long que prévu, comme on pouvait malheureusement s'y attendre. Bon, ceci étant, j'ai vu que un certain nombre des questions qui ont été posées en ligne ont obtenu des réponses directement. Donc, ça permet déjà de régler un certain nombre des questions qui ont été posées, souvent des questions assez pointues. Et bon, là, je pense qu'on va se donner peut-être un petit quart d'heure, hein, pour ceux qui sont courageux de dépasser un petit peu l'horaire initialement prévu. Et peut-être pour lancer le débat, Reynald, peut-être tu as une première question. Bonjour à tous. A priori, il y a une question qui est assez importante sur le rôle des GAFA et sur leur pression pour obtenir des meilleurs coûts et de faire du low cost. Est-ce que nos interlocuteurs peuvent essayer de répondre à cela, sachant que Didier a commencé à écrire quelque chose? Oui, oui, vous m'entendez là? Moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que oui, les GAFAM jouent beaucoup leur effet poids. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils arrivent avec des projets énormes, ils font une pression terrible sur les prix des fournisseurs. Donc, moi, je subis indirectement en tant qu'armateur. Et ils jouent à fond la concurrence entre les quelques fournisseurs et les quelques prestataires. Donc, mais je pense que c'est pas purement. Je pense qu'il faut nuancer un petit peu la réponse. C'est pas nécessairement du low cost, c'est aussi recherche de performance plus forte. Hein, donc, il y a à la fois du vertueux et du moins vertueux dans la pression des GAFAM. Donc, ça pousse les prestataires à faire ce qu'ils peuvent faire de mieux au meilleur prix. Et puis parfois, pour faire encore des meilleurs prix, effectivement, des fois, après, si ça continue comme ça, on se pose des questions sur des délocalisations, sur des choses comme ça. Donc ça, c'est là où ça peut être plus gênant. Voilà. Mais peut-être Jean-Christophe, en tant que fournisseur, pourra répondre aussi à cette question. L'expertise, c'est la technique, donc mon opinion n'engage que moi. Oui, je dirais clairement, lorsque les GAFA sont arrivés, ils arrivaient avec des projets ambitieux, et beaucoup de demandes en matière d'amélioration du coût par bit. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire aussi que, à côté de l'amélioration systématique du coût par bit qu'ils recherchent, ils ont des tels besoins en capacité qui vont aussi nous pousser à prendre des risques pour développer des technologies toujours plus innovantes. Donc, il n'y a pas qu'une recherche de la rationalisation des coûts, mais aussi énormément d'ambition pour satisfaire la montée de leur trafic. Oui, alors, moi, j'en ai certains en tant que client. Je suis assez d'accord qu'ils cherchent à baisser les coûts. Par contre, c'est pas au détriment de la qualité. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour l'instant, ils ont construit des systèmes sous-marins qui avaient les mêmes caractéristiques de disponibilité, de robustesse, d'ensouillage et de choses comme ça que les systèmes précédents, même s'ils construisent énormément de façon redondante sur les mêmes routes, 3, 4 systèmes. Mais ils gardent quand même des spécifications de système comme on les avait avant. Par contre, ils tirent effectivement les coûts et les prix en fait vers le bas.
Une autre question, alors peut-être, moi j'aurais tendance à revenir sur la présentation de Jean-Christophe et cette approche de la limite de Shannon, Oui. le multiplexage spatial pour essayer d'augmenter encore les capacités, l'augmentation du nombre de fibres. Bon, ceci étant, la croissance d'Internet, elle est toujours là, et elle est toujours au même rythme, les besoins vidéo, etc. Et bon, il va bien y avoir quelque part une limite, non? Bah, ça dépend. Il y a d'un côté la limite de Google et Facebook qui ont des besoins qui continuent de croître de manière phénoménale. Mais c'est de la bonne croissance parce qu'il ne s'agit pas d'une bulle. Les débits augmentent parce qu'ils les utilisent. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, leur besoin est tel qu'ils mettent, je crois que c'est Facebook ou Google, qui met beaucoup plus de temps à faire construire un câble qu'à le remplir. Hein. Il ne s'agit plus de câbles qui soient remplis en une quinzaine d'années, mais en 2-3 ans, c'est fini. Hein. Donc, ils ont des besoins de croissance qui sont assez phénoménaux. Hein. Après, au niveau des câbles sous-marins, quelles sont les limites? Il y a plusieurs approches possibles. Une des limites, notamment, c'est l'alimentation des câbles sous-marins. Aujourd'hui, on alimente les câbles avec des puissances de l'ordre de 18 à 20 kW, avec des tensions d'alimentation de 18 kV. On va pouvoir améliorer un peu les choses, mais on va pas, en tout cas, on va pas gagner un facteur 10 là-dessus. Hein. Donc, ça limite la quantité d'énergie que l'on peut mettre dans le câble. Donc, il faut réfléchir à des manières d'alimentation un petit peu différentes, ou sinon exploiter au mieux cette quantité d'énergie disponible. Et c'est là qu'effectivement les technologies de multiplexage spatial rentrent en jeu. Il y a plus intérêt effectivement à multiplier par 2, par 4, par 8 le nombre de paires de fibres, dans certains cas, plutôt que de travailler avec peu de paires de fibres à très très forte capacité. Hein. Donc aujourd'hui, oui, il s'agit de Google et Facebook qui ont des besoins de systèmes de transmission à 16 paires de fibres et ils envisagent beaucoup plus. Ils nous demandent de travailler sur des technologies comme Karine le mentionnait, multi-pétabits par seconde à l'avenir. Hein. Donc, les limites au niveau des fibres, il y a l'alimentation. Au niveau du câble, il faudra trouver des solutions pour rendre l'ensemble économiquement viable. On peut toujours augmenter le nombre de paires de fibres dans un câble, mais il faudra augmenter le diamètre du câble en conséquence, et avec tout ce qui est armature, conduction, conducteur, etc. Certains travaillent en matière de recherche sur des technologies à base de fibres multicœurs. Hein, pour améliorer un petit peu la densité. Hein. Donc ça, c'est un problème au niveau du câble. Un autre problème en matière d'intégration et d'efficacité énergétique se pose au niveau du répéteur. La taille du répéteur n'est pas extensible à l'envie. Hein. Ce sont déjà des modules qui peuvent faire 1 à 2 mètres de long, qui ont un certain poids, qui sont difficiles à poser. Hein. On ne va pas augmenter la taille de ces répéteurs par un facteur 10. Donc, on travaille sur l'intégration, sur l'amélioration de la densité, hein, de l'efficacité énergétique si on peut. Et à côté de ça, les autres possibilités, c'est de diversifier, c'est d'augmenter le nombre de voies en parallèle. D'accord. Non, mais on voit qu'il y a des pistes, mais effectivement, on sent quand même que ça devient un peu compliqué. Bon, peut-être on va évoquer un autre sujet. Reynald, Oui, on a plusieurs questions sur la sécurité des câbles sous-marins. Peut-on les espionner, entre guillemets? Quelles sont les mesures qui sont prises? Les Américains disent que oui, hein. Ils disent qu'ils les espionnent. C'est assez simple à espionner dans les stations terminales. Les opérateurs américains mettent même officiellement des coupleurs pour la NSA, donc qui leur permet d'écouter ou de lire ce qui sort des câbles sous-marins. Espionner en mer, ça a été faisable au temps de l'analogique. Les Américains prétendent que c'est faisable au temps de l'optique.
Ça reste à démontrer, c'est compliqué quand même, puisque le câble est quand même alimenté, donc il faut le rentrer dans une chambre sèche, pouvoir le découper sans perdre d'alimentation et probablement manipulant un câble à quelques milliers de volts dans un milieu assez humide. Donc il y a un risque humain non négligeable. Non, s'il y a une écoute, c'est clairement une écoute qui se fait au niveau des stations terminales. Et les Américains, en tout cas Snowden le prétend, effectivement ça s'est fait. À partir du moment où ça se passe sur le sol américain ou ailleurs, ce qui se passe sur le sol d'un pays, il n'y a aucun moyen de le contrôler. Oui, et je dirais que quand il arrive 300 terabits d'informations, dont la moitié de vidéos de petits chats, qu'est-ce qu'on trouve comme information à espionner? Comment on le trouve? Je crois que la NSA a des très beaux data centers. Hein, mais... D'accord. On utilise des intelligences artificielles qui s'appuieront sur des câbles sous-marins pour que leurs ordinateurs travaillent en réseau pour pouvoir déchiffrer. Et je dirais peut-être l'autre difficulté d'espionner une fibre optique, hein, c'est comme l'a indiqué Jean-Christophe, une fois qu'on balance le signal dans l'eau avec la dispersion cohérente, la dispersion chromatique, pardon, retrouver les bits, c'est très compliqué à moins de posséder le bon terminal, en fait. Hein. Et donc, si on n'a pas le terminal qui correspond pour écouter, c'est quasi impossible de revenir et de reconstruire le signal. Enfin, c'est compliqué, on va dire. Après, il y a des solutions de cryptage qui peuvent être utilisées pour les communications de bout en bout. Hein. Ouais. Je pense que c'est le cas. Karine, en tant que représentant de l'opérateur, là, tu as quelque chose à dire? Non, mais je pense qu'il y a eu des choses dans la presse, hein, effectivement, les Five Eyes et les déclarations de Snowden sur les agissements de la NSA ont mis un peu de lumière sur ces pratiques. Après, on sait que les écoutes légales ont existé de tout temps. Donc là, le challenge, c'est effectivement de gérer le volume qui est de plus en plus important et l'encryption des données. Enfin, voilà, c'est un peu le chat et la souris, hein, toujours, mais on sait que des ingénieurs sont de plus en plus performants pour réussir à mener à bien leurs objectifs. Donc bon, je pense que ces pratiques-là, elles ont toujours existé et elles existeront toujours. Et d'où effectivement l'enjeu de souveraineté nationale d'avoir ces câbles qui arrivent sur son territoire et surtout d'avoir le contrôle de ces infrastructures. Des stations. Parce que c'est de mettre ces communications Internet à risque que de passer par d'autres pays. Voilà. On pensait, voilà. On le voit aujourd'hui sur d'autres domaines, hein, comme les masques, des choses qui ne sont pas d'une valeur technologique très élevée, mais a fortiori, aujourd'hui, les communications et l'économie reposent tellement sur le numérique qu'on voit l'enjeu de sécurité que ça représente. Alors, justement, à ce sujet-là, une question concernant, on a vu quand même la complexité des systèmes de détection cohérente, tout ça. Bon, les composants, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils sont maîtrisés? On parle beaucoup de la dépendance en termes de composants venant de Chine. Est-ce que c'est le cas, par exemple, tout ce qui concerne ce que Jean-Christophe nous a expliqué tout à l'heure? En ce qui concerne les équipements immergés, ce n'est pas le cas. C'est des choses maîtrisées Ce sont des choses maîtrisées. Hein. Très bien, bah, tant mieux. On peut être amené avec un fournisseur américain qui peut avoir usine, mais globalement, ce sont des choses maîtrisées. Après, ce qui se passe sur la partie terrestre, il y a beaucoup de composants chinois, mais ce sont les équipementiers terrestres ou les équipementiers d'upgrade qui doivent gérer cela. Hein. Il y a aussi beaucoup plus de fournisseurs. Peut-être à noter quand même que pour les pompes des répéteurs, qui sont quand même un élément crucial, il n'y a aujourd'hui que 2 fournisseurs, pas vraiment, qui sont dans le monde de l'Ouest en fait, hein, mais qui sont que 2. Hein.
Il n'y a pas d'autres fournisseurs. En fait, c'est très compliqué d'avoir un produit pompe optique sous-marin. C'est quand même un marché très faible. Et donc, à ce stade, il n'y a plus que 2.6 et Lumentum, si je ne me trompe pas. Une autre question concernant, pour revenir donc sur les problèmes de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Bon, les tensions entre les Américains et les Chinois se trouvent aussi au niveau des mondes du câble sous-marin, avec des interdictions d'atterrissement de câbles en technologie Huawei ou ex-Huawei, ou cette problématique qui a aussi une dimension géostratégique. Où est-ce que ça va nous emmener, quoi? Parce qu'on a vu des belles cartes de réseaux mondiaux qui interconnectent les continents, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de blocage potentiel? Enfin, on voit, oui, c'est déjà le cas. Hein. On a vu certains projets de câbles reliant la Chine et les États-Unis qui ont été mis à l'arrêt par des autorisations d'atterrir sur le territoire américain qui n'ont pas été délivrées. Et donc, effectivement, ça remet pas mal de choses en cause, notamment, on l'a vu, Hong Kong était un hub très important sur la façade pacifique et pour la zone Asie. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que vu l'instabilité dans cette région-là, les projets sont en train de regarder plutôt pour atterrir ailleurs, notamment à Singapour. Donc, on voit comme ça des mouvements et des décisions sur des projets qui sont impactés par ces luttes entre les États. Reynald? Oui, on avait aussi une question. Tu nous as parlé, Karine, des partenariats avec les GAFAM. Qu'en est-il des partenaires chinois? Est-ce qu'ils offrent des possibilités ou ils restent entre eux pour faire leurs propres projets? Non, ils sont aussi ouverts. À titre d'exemple, Orange est partenaire avec PCCW pour faire atterrir le câble PIS en France. Sur d'autres câbles également, le câble To Africa, qui est un projet à l'initiative essentiellement de Facebook et qui a été rejoint par d'autres opérateurs comme la Huawei, comme Vodafone, Orange, STC, Télécom Égypte, a aussi un opérateur chinois, CMI, dont je vous présentais un transparent là dans mon intervention. CMI est investisseur du Cap To Africa, donc on voit que les opérateurs chinois quand même ne sont pas complètement cloisonnés dans leur entre-soi et spécifiquement avec leurs fournisseurs, mais néanmoins, c'est vrai qu'un câble avec une majorité d'investissements chinois a l'intention quand même plutôt tendance à vouloir un fournisseur chinois. C'est indéniable. Est-ce que les fournisseurs chinois, Huawei, est au même niveau que ASN ou Subcom? Aujourd'hui, non. En termes de référence, ils essaient de rattraper le retard, mais aujourd'hui, on a les deux principaux, c'est bien ASN et Subcom. En termes d'expérience, en termes de déploiement, de référence sur le déploiement de systèmes très importants sur le Transpacifique, Transatlantique ou sur la zone Europe-Asie, Huawei a peu d'expérience sur des câbles de cette envergure. Donc effectivement, c'est un autre facteur de risque aujourd'hui de choisir un fournisseur chinois. Il y a le risque des ban US, mais il y a aussi cette moins grande expérience qui pèse sur le système. Mais ils font tout pour rattraper leur retard. On connaît leur capacité à rattraper les performances technologiques. Et aujourd'hui, ils sont sur cette phase de montée et vraiment d'offensive pour gagner des marchés sur ce domaine. On les voit vraiment dans les réponses à appel d'offres où ils font des offres vraiment très, très attractives, notamment en termes de prix. Je crois qu'il ne faut pas oublier NEC aussi, c'est important. Pardon? NEC, je crois qu'il ne faut pas oublier les Japonais aussi, NEC, qui sont quand même largement devant HML et qui viennent de gagner le dernier transatlantique. Qui ont fait la grande majorité des transpacifiques récents. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que les opérateurs, enfin les fournisseurs NEC japonais,
il est quand même essentiellement sur la zone transpacifique. Il reste quand même dans sa zone géographique, je dirais. Ah oui, oui, c'est vrai. Reynald, une dernière question? Je regarde. Il y avait une question sur la complexité en Méditerranée. Comment se passe le nombre de câbles en Méditerranée et avec leur capacité? Qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? Déjà Marseille, peut-être? Oui. Marseille, oui, Marseille. En ce moment, Marseille est un endroit de congestion complète. Hein. Je passe quelques journées en ce moment à discuter de routes de câbles pour arriver à Marseille. Il y a 4 projets là qui arrivent. Oui, 4 ou 5 projets qui arrivent en même temps à Marseille et il n'y a plus vraiment de place. Beaucoup de projets en compétition, effectivement, oui, sur la zone méditerranéenne. Donc, il y a des projets peut-être qui n'iront pas jusqu'au bout, mais en tout cas des projets qui sont en cours qui sont en vigueur, on dit. Hein, le contrat est en vigueur, il y en a au moins 4. Donc, ça fait déjà beaucoup. Oui. Après, sur la zone Marseille, effectivement, comme tu dis, c'est un hub qui s'est beaucoup développé. Il y a ce modèle des câbles qui arrivent, des data centers qui se développent, et après, c'est un peu un cercle vertueux. Avec de plus en plus de câbles qui nécessitent de nouveaux data centers. Et à Marseille, on le voit, hein, Interxion a développé Marseille 1, 2, 3 et attirant de plus en plus de câbles. Et aujourd'hui, il y a quand même une volonté de diversification sur la zone et on voit que Gênes, en Italie, est en train de se développer. Là aussi, avec un premier câble qui arrive, qui fait qu'un data center s'installe et qui attire ensuite de nouveaux câbles. Donc Gênes est en train de se développer et on voit aussi Barcelone. Donc, on voit aussi au sein des pays européens une compétition pour faire arriver les câbles sur le territoire national. Didier, tu connais bien la Méditerranée, tu veux peut-être dire quelque chose? Non, mais nous, c'est vrai qu'on est les armateurs les plus présents en Méditerranée grâce puisqu'on on est franco-italien, et les franco-italiens, quand on est ensemble en Méditerranée, on est les meilleurs, en toute modestie. Mais en fait, c'est vrai que je dirais en Méditerranée, on voit beaucoup de projets un peu différents parce qu'il y a beaucoup de pays, différents, des pays qui s'entendent pas toujours entre eux. Il y a donc et on est aussi dans une zone où même sur un pays donné, il y a différents opérateurs qui peuvent être en concurrence. Donc ça fait que sur une zone un peu comment dire, un peu réduite, on a les ingrédients pour qu'il y ait plusieurs câbles. En plus, il faut passer par la Méditerranée aujourd'hui pour aller d'Europe vers l'Asie. Il y a l'interrogation du câble du Grand Nord. À quel moment le réchauffement climatique va permettre de passer par le nord, soit de la Russie, soit. Donc ça, c'est une très bonne question et il y a déjà des projets qui sont lancés pour ça. Donc il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour que ça se fasse. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la Méditerranée est un point de passage majeur parce qu'il y a cette route vers l'Asie. Et puis, il y a un certain nombre de pays qui ont absolument besoin de câbles sous-marins pour leur connectivité. Quand vous êtes en Algérie, en Tunisie, eh bien, ce n'est pas les réseaux terrestres qui vous font la majorité de votre connectivité internationale, c'est les câbles sous-marins. En Égypte, l'Égypte a besoin de câbles sous-marins de manière absolument vitale pour sa connectivité. Et Israël et tous ces pays de la bordure méditerranée, pour eux, ce sont des infrastructures vitales. Donc, il n'est pas question d'avoir un seul câble, il en faut plusieurs. Et c'est vrai que, donc, du coup, on assiste à ça. Donc, l'un dans l'autre, ça fait plusieurs raisons que la Méditerranée soit bien occupée en câbles sous-marins. Et c'est très bien. Bien. Je pense qu'on s'approche de la fin de notre séance. Là, on a déjà débordé un petit peu par rapport à l'horaire. Il me reste à remercier les intervenants. J'espère que les participants ont eu la réponse à la majorité de leurs questions, que ce soit en direct ou que par le biais du débat. Et voilà, sachez que donc par le biais de Télécom Paris Alumni, donc le groupe réseau et services qui s'occupe un petit peu des activités historiques des télécoms, y compris les câbles sous-marins, s'adresse comme ça, fait des conférences et maintenant des webinaires ces temps-ci. De façon régulière. Les prochains qui sont prévus là sont sur un sujet qui est complètement
différent qui s'appelle l'Internet des objets, voilà, à la fois sur les services et sur les réseaux pour l'Internet des objets. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et puis, si vous voulez voir des belles vidéos, vous pouvez aller sur le site d'Orange Marine. Il y a des belles vidéos vous avez vu que c'était très photogénique, très télégénique, là, les activités marines. Donc, vous pouvez voir ça sur le site que Didier. Donc, normalement, les présentations seront. Pardon ? Pardon, non, je disais que c'était bien l'Afrique du Sud. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé l'Afrique du Sud. Donc, et puis, il y avait aussi la Bretagne, hein, pour ceux qui ont connu. Il y avait quand même le Finistère, hein, pour une photo. Je reconnaissais. La personne qui a trouvé, c'est Francis Charpentier. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas. C'est des petites notions. Mais bon, il n'y avait pas de prix à la clé. Celui qui a trouvé la réponse n'a pas gagné. On est content de voir que Francis ne perd pas la mémoire. Oui, Ouais. Non, ça. Donc, simplement, normalement, avec Isabelle Dubillon, donc, nous allons mettre en ligne, donc, d'une part, les présentations des intervenants et également faire un replay de ce webinaire. Voilà. Donc, ça permettra en différé de le regarder et également à ceux qui n'ont pas pu assister de s'informer sur les câbles sous-marins. Voilà, je vous remercie tous et donc à bientôt.